Celle-ci est une pomme. C'est une Pink Lady, mais par chauvinisme, appelons-la Mademoiselle Rose. Mademoiselle Rose a probablement grandi sur un arbre espagnol, avec des pesticides américains, a été récoltée par un Marocain et distribuée dans le monde entier pour atterrir ici. Tout ça pour un croc et 70 centimes. C'est quand j'ai réalisé qu'une simple pomme avait plus voyagé que moi que j'ai commencé à me poser des questions. Et je me suis rendu compte que cette pomme est loin d'être isolée. Ses amis, les crevettes danoises, vont se faire nettoyer au Maroc pour être rapatriées au Danemark et distribuées sur toutes nos tables de fêtes de fin d'année. Alors oui, on peut s'en réjouir d'un système qui tourne à plein régime, d'un modèle dans lequel on trouve des fraises en plein mois de février. Mais moi, je crois que ce système a aujourd'hui atteint ses propres limites et qu'il nous appartient de repenser l'agriculture à travers celle-ci. Alors évidemment, quand j'ai su que j'allais faire ce talk, j'ai pris conscience que stratégiquement, si je voulais augmenter mon nombre de vues sur YouTube ou le nombre de claps dans vos mains, c'était pas franchement l'idée du siècle. Oui, concrètement, ça va être difficile de vous arracher des larmes en parlant de courgettes et de pommes de terre. Je sais que c'est pas le sujet le plus sexy, ni le plus drôle, et encore moins le plus émouvant, mais ce dont je suis sûre, c'est que c'est indispensable. Laissez-moi vous poser une question. Combien d'entre vous savent que la cannelle, c'est l'écorce d'un arbre? Ou encore que le sésame vient de fèves? Que les noix de cajou poussent dans des coques individuelles? Pas grand monde. Mais après tout, je dis pas ça pour vous faire culpabiliser. On s'en sort hyper bien, nous les Français. 16 millions d'Américains, soit 7% de la population, pensent sérieusement que le lait chocolaté sort de pieds de vache marron. Je vous rassure, hein, on parle que des adultes. Voilà à quoi ressemble la nourriture pour nous aujourd'hui. En réalité, tout a été fait pour rompre ce lien. Ce lien entre ce qui arrive dans notre assiette et la terre, où cette nourriture a poussé, la manière dont on l'a récoltée, produite. Alors au fond, on pourrait dire tout ça importe peu, tant qu'il reste du café dans la machine du bureau. Eh bien moi, je suis persuadée du contraire. Je pense que ce lien, il est absolument nécessaire. S'il me préoccupe tant, c'est pas pour les beaux yeux des brebis, ni pour rendre justice aux aubergines, mais c'est parce que sa perte a mené à des choses complètement absurdes. Des agronomes ont essayé de faire des races de poulets sans plumes pour éviter les pertes d'azote, ou encore des tomates carrées pour mieux les ranger dans des caisses. L'agro-industrie injecte un produit que l'on sait toxique dans le jambon simplement pour lui donner sa couleur rose. En Angleterre, 30% des fruits et légumes comestibles ne sont même pas récoltés, simplement parce qu'ils ne correspondent pas aux standards de forme et de couleur des supermarchés. En Chine, certains endroits sont tellement pollués par les pesticides qu'il n'y a plus d'abeilles pour polliniser. Ils sont obligés de payer des hommes pour le faire à la main. Alors des agronomes ont fait le calcul, si on devait faire la même chose en France, on en aurait pour 10 000 € de l'hectare. On semble avoir oublié que si l'imagination de l'homme n'a pas de limite, la Terre, elle, en a. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Cette question, je l'ai posée à mon grand-père, qui a grandi dans une famille de paysans, comme sûrement beaucoup de vos grands-pères à vous aussi, et il m'a raconté son histoire. Alors aujourd'hui, à travers la sienne, j'aimerais vous raconter celle de l'agriculture. À la sortie de la guerre, des milliers de paysans étaient morts au front. L'industrie avait d'énormes stocks de poison sur les bras, on ne savait pas quoi en faire, et en même temps, il fallait redynamiser l'économie française, nourrir les enfants du baby-boom. On parie sur l'agriculture. Des agronomes ont l'idée de recycler les usines de nitrate en nitrate agricole. La synthèse de l'ammoniac, qui permet de faire des bombes, devient du fertilisant de synthèse. Le gaz moutarde se recycle en insecticide et à travers le plan Marshall, on nous envoie des tracteurs américains. Même concepteur, c'est la suite logique des tanks. L'agronome Dominique Guillet le dit mieux que moi, on a mis en place une agriculture de guerre. Ensuite, petit à petit, on va intégrer l'agriculture à l'industrie. Le prix des céréales entre en bourse. En un demi-siècle, la taille des fermes double et le nombre d'agriculteurs diminue de moitié. C'est simple. Dans le village de mes grands-parents, ils sont passés d'une 60aine d'exploitations à 6. Ensuite, on va s'attaquer à la productivité des plantes elles-mêmes. On va faire ce qu'on appelle des hybrides F1. Alors, l'idée des hybrides, c'est je prends 2 parents pas terribles pour en faire un enfant magnifique. Tout à fait légitime par ailleurs, on a tous rêvé d'accoucher de Ryan Gosling. Mais le problème, c'est que ces hybrides F1 ont ce qu'on appelle une résistance verticale, c'est-à-dire qu'elles ne vont résister uniquement à ce pourquoi on les a destinés.
Elles sont donc beaucoup plus fragiles et nécessitent beaucoup plus de produits phytosanitaires. Pire, leur réservoir génétique est appauvri. C'est-à-dire que quand elles ne sont pas déjà stériles, elles sont dégénérescentes. Le paysan ne peut pas les replanter. Alors vous allez me dire, c'est pas très grave, puisque de toute manière, une loi interdit de replanter les semences d'année en année. C'est-à-dire que chaque année, contrairement à nos grands-parents, les paysans doivent racheter leurs semences à une des 5 multinationales américaines qui contrôlent à elles seules 75% du marché des semences mondiales. Il y a une loi française qui a essayé d'autoriser la vente et la culture de ces semences paysannes. C'est l'article 78 de la loi Egalim. Mais il y a 2 mois, le Conseil constitutionnel l'a retiré du projet sous prétexte qu'il n'y avait pas de rapport avec la loi. Franchement, les gars, les semences n'ont pas de rapport avec une loi sur l'agriculture. Et vu qu'en contrôlant les semences, on contrôle toute la chaîne alimentaire, si vous prenez le catalogue national français du GNIS, qui rassemble tout ce qu'on a le droit de produire, si vous l'ouvrez à la page des tomates, les hybrides F1 représentent 99,5%. Pour reprendre l'histoire de notre Mademoiselle Rose, elle fait partie des 5 variétés cultivées aujourd'hui, alors que la France comptait parmi la plus grande diversité mondiale. En un siècle, on a perdu 75% de la diversité des cultures mondiales. C'est une nouvelle forme de pauvreté. Alors non, je ne céderai pas à la tentation du «c'était mieux avant». Nos grands-parents ont tenté de répondre à un défi de taille, celui de l'après-guerre. Mais le problème, c'est qu'on a perdu 95% de la vie de nos sols en 60 ans. C'est un cercle vicieux. En inondant nos cultures de pesticides et d'herbicides, on ne tue pas seulement les ravageurs et les mauvaises herbes, mais toute la biodiversité des sols. Ils perdent leur fonction et on est alors obligé de rajouter des fertilisants de synthèse comme du nitrate ou du phosphate pour procurer au sol ce que faisaient avant naturellement, pour procurer aux plantes ce que faisaient avant naturellement les sols. Mais on ne pourra pas continuer cette vie artificielle bien longtemps. On a mis en place un modèle agricole basé sur des énergies fossiles que l'on sait épuisables et aujourd'hui presque épuisées. On parle du pic de pétrole pour 2021, alors que notre agriculture en est largement dépendante. L'essence des machines, le plastique des serres, le chauffage, les engrais, il faut 7 calories d'énergie fossile pour produire 1 calorie de nourriture. Mais on parle moins d'un scandale plus grand encore. Les ressources de phosphore vont atteindre leur pic dans les 60 prochaines années. Et contrairement aux énergies fossiles qui sont substituables, c'est un élément chimique qui est irremplaçable. Indispensable à la pousse des plantes, leurs ressources sont inégalement réparties sur le globe. L'Europe occidentale dépend exclusivement des ressources de roches phosphatées du Maroc. Je vous laisse deviner les tensions politiques croissantes. Pour l'agronome Claude Bourguignon, on ne fait plus de l'agriculture, on fait de la gestion de pathologies végétales. Les sols sont malades, les plantes sont malades et les hommes le deviennent. Au Mexique, des bébés de producteurs d'avocats naissent sans membres à cause de l'exposition au glyphosate pendant la grossesse. Nos corps, ceux de nos enfants, en sont imprégnés. Il faut comprendre que ce que l'on va mettre dans le sol, on va le retrouver dans notre corps. Alors Pierre Rabhi dit à ce sujet une phrase qui me plaît beaucoup. Bientôt, quand on va se mettre à table, il faudra plus dire bon appétit, mais souhaiter bonne chance. Alors tout ce que je viens de vous dire, ça a un nom. Ça s'appelle la Révolution verte et elle a gagné le prix Nobel de la paix. Pourquoi est-ce qu'elle est en train de nous dire tout ça? Qu'est-ce qu'elle a de légitime, cette simple étudiante du 7e arrondissement de Paris? Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai essayé la conformité des baskets, plus ou moins réussi. On n'entend presque pas mon accent savoyard, pourtant je vous assure qu'il y en a un. Et jusqu'à très récemment, j'avais honte de dire que je venais d'un village d'agriculteurs. Que quand c'était la saison de répandre le fumier, mes habits étaient imprégnés de cette odeur qui me suivait jusqu'au lycée, et que sur les murs Facebook de mes amis d'enfance, il y a des photos de vaches. Mais aujourd'hui, j'en suis incroyablement fière, et j'aimerais vous dire pourquoi. J'ai grandi dans un village où il y avait plus de vaches que d'habitants. Vous me direz, c'est pas très dur, on n'était que 2 familles à habiter à l'année. J'ai grandi avec les aliments du potager. J'ai jamais pris un seul antibiotique et quand j'avais l'impression d'être au bord de la mort, j'avais le droit à une double ration d'huile essentielle de Ravensara. J'ai grandi avec l'idée que les aliments ultra-transformés, c'était pire que la cigarette, que Monsanto était l'ennemi public numéro 1. On n'avait jamais rien d'autre que ça avec mon frère, alors ça nous paraissait normal. Et puis on a grandi, on est arrivé au collège et on a découvert l'Eldorado de la malbouffe. Je peux vous assurer qu'à nous deux, on était mieux organisés que la résistance sous la Seconde Guerre mondiale. On avait mis en place un marché noir de Haribo. Dans les beaux jours, l'un d'entre nous arrivait à ramener l'onction suprême pour un bébé élevé au lait d'avoine, le Coca-Cola.
On avait devant nous une chance incroyable et on ne se rendait même pas compte. Mais au fond, ma mère non plus, à notre âge, elle ne s'en est pas rendue compte. Elle aussi, quand elle est née, ses grands-parents étaient agriculteurs. Elle est née dans un monde qui bougeait, dans le flot de la société de consommation, et comme tant d'autres, elle y a pris goût. À 19 ans, elle est partie pour devenir sportive de haut niveau. Vu qu'elle était plutôt douée, elle a rejoint l'équipe de France de snowboard et d'escalade. Elle a parcouru le monde pour faire des compétitions internationales, mais il y a parfois des choses qui ne dépendent pas de nous. Et un jour, lors d'un entraînement, elle est tombée de 10 mètres de haut. Elle s'est écrasée de tout son corps sur le sol en béton. Elle a passé 1 an à l'hôpital, avec un plâtre qui partait du bas de ses talons jusqu'en haut de ses épaules. Les médecins étaient formels, elle ne remarcherait jamais. Alors pourquoi je vous dis tout ça, qui a priori pas grand-chose à voir? C'est pas pour satisfaire ma dose de pathos réglementaire d'un discours, mais c'est parce qu'après cet événement qui a bousculé sa vie, elle a décidé de lui redonner un sens. Elle voulait que chaque jour, peu importe ce qui arrive le lendemain, elle vive en accord avec ses valeurs, qu'elle ne fasse pas plus de mal que de bien à la terre sur laquelle elle avait grandi. Alors pendant sa convalescence, elle a lu des tonnes de bouquins sur la nutrition. Elle contrôlait absolument tout ce qui rentrait dans son corps. Et le résultat, c'est qu'au bout de 8 mois, elle est passée devant le bureau du chirurgien en marchant. Depuis, elle a décidé de cultiver des plantes de montagne et de nous élever dans un environnement privilégié. Pour vous donner une idée, j'ai eu le genre d'enfance où on allait en luge à l'école. Mais je voudrais juste être claire. Ok, je suis la relou tendance bio et locavore qui fait goûter ses expérimentations culinaires aux légumes anciens de son AMAP, aux apéros entre copains. Je boycotte McDo, mon frère est végétarien et quand j'avais exactement 12 ans, j'ai envoyé un mail à José Bové pour le rejoindre dans la destruction d'un champ d'OGM. Bon, évidemment, il m'a jamais répondu. Mais je suis avant tout une jeune fille de 20 ans qui a une vraie addiction pour le chocolat, qui, malgré tous ses efforts, n'a jamais réussi à rendre le navet comestible et à qui, oui, il arrive de se jeter sur les rillettes de papier à Noël. Si je vous dis tout ça, c'est pas parce que je veux vous convaincre que l'avocado toast que vous payez 15 €, ça vaut le coup, parce que c'est tellement plus que 2 morceaux d'avocat écrasés sur une tranche de pain. Si je vous dis tout ça, c'est parce que je veux vous demander de redonner du sens. De redonner du sens parce qu'on est tous en mesure de comprendre que l'alimentation, c'est important. On n'a pas besoin d'un bac+12 en agronomie pour choisir entre la salade d'épeautre du paysan voisin à celle du quinoa péruvien qui a voyagé des milliers de kilomètres. Entre la recette de tarte aux pommes de mamie et le cheesecake aux fraises en plein hiver. Entre le poulet label rouge du marché et le steak de bœuf élevé au soja qui déforeste l'Amazonie. On est tous en mesure de comprendre que ce que l'on décide de consommer a un impact. Sur la terre que l'on va laisser à nos enfants, sur la vie d'agriculteurs parfois du bout du monde, et sur notre propre santé. Si je vous dis tout ça aussi, c'est parce que derrière, il y a un véritable enjeu. Que si vous êtes insensible au charme de la courgette, j'espère que vous serez au moins touché par l'histoire des hommes qu'il y a derrière. Vous savez, au fond, il y a quelque chose de tragique dans la vie d'un agriculteur. D'un côté, on leur parle de productivité à tout bout de champ. On attend d'eux qu'ils soient compétitifs avec les fermes-usines de Pologne ou du Brésil. Ce qui devient important, c'est la quantité, c'est la course à celui qui va produire le plus. Mais c'est pas ça le métier d'agriculteur. Le métier d'agriculteur, c'est aimer sa terre au point de se lever tous les jours à 5 heures du matin, de sacrifier sa vie de famille et ses vacances pour s'occuper de ses bêtes et de ses plantes. C'est être responsable de la survie de toute une population et de ne faire la une des journaux uniquement quand ils brûlent des bottes de foin sur les Champs-Élysées pour protester contre la baisse du prix du lait. C'est pourtant le plus vieux métier du monde, et pour moi le plus beau. Alors laissez-moi vous raconter l'expérience la plus intime, le souvenir inavouable que garde en lui chaque adolescent. Laissez-moi vous raconter ma première récolte. Une année, j'étais en charge du potager familial. Et à chaque fois que je rentrais de vacances et que je voyais que les pommes de terre étaient prêtes à être tirées, que la menthe s'était émancipée, je ressentais une sorte de pouvoir indescriptible, comme si d'un coup je devenais indépendante, capable de survivre avec ce que moi-même je produisais. Et je vous assure que c'était grisant quand il fallait attendre plusieurs semaines avant de pouvoir croquer dans la première fraise. Elle avait soudain un goût, une couleur si spéciale que c'était pour moi la meilleure fraise de tous les temps. Sauf qu'aujourd'hui, les agriculteurs, c'est plus ce qu'ils font. Ils élèvent des plantes malades, ils élèvent des animaux malades, ils cultivent des plantes malades et tout ça pour vivre trop souvent dans la misère. En France, un agriculteur sur 3 gagne moins de 350 € par mois. Pour le sordide, un agriculteur se suicide tous les 2 jours. Vous me direz encore une fois, on s'en sort bien, en Inde c'est 2 toutes les heures. Il faut réaliser que sans eux, on n'est plus rien.
Si on doit faire face à une crise alimentaire, on a 20 jours de stock dans les réserves mondiales. En Île-de-France, on tient 4 jours. Mais le problème, c'est que chaque semaine, 260 exploitations agricoles disparaissent en France. L'utopie a changé de camp. Comment croire encore en un modèle à bout de souffle? Nous sommes en train de réaliser la 6e extinction de masse. On a perdu un tiers des oiseaux des campagnes en 15 ans, 75% des insectes en 30 ans. À ce rythme-là, la moitié de la forêt amazonienne aura disparu d'ici 2050. Comment croire encore à l'argument du modèle productiviste comme la seule option pour nourrir le monde quand un tiers de la nourriture produite est jetée? Il faut se rendre à l'évidence. Cette fois, ce n'est pas de la mécanisation et de la technologie à tout va qui sauvera le monde, mais du bon sens. Alors heureusement, partout à travers le monde, des initiatives encourageantes sont entreprises. Des fermes de permaculture, des coopératives de petits producteurs, même la FAO, l'organisme des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, a reconnu que l'agriculture bio pourrait à elle seule nourrir le monde. Alors bien sûr, tout ça ne se fera pas du jour au lendemain. C'est une transition coûteuse et chronophage. Mais il est nécessaire de développer un nouvel imaginaire, de retrouver cette dimension agricole en chacun de nous, de respecter cette terre qui nous nourrit et de l'aimer. Un second chemin s'ouvre à nous. On parle d'une agriculture conventionnelle pour un modèle qui court à notre perte. Il est temps d'en établir une vraie de convention entre les producteurs et les consommateurs. Quelle agriculture voulons-nous pour quelle alimentation? Dans une compétition qui ne fait que de nous les premiers sur la liste de la prochaine espèce disparue, sur quoi décidons-nous de mettre la priorité? Alors évidemment, je sais qu'avec un discours de 18 minutes, je ne vais pas changer le monde. Mais si au moins j'aurais à fenêtre une réflexion chez vous, si au moins un seul d'entre vous ce soir, en rentrant à table, se pose la question: qui est derrière cette mademoiselle Rose? Quelle est son histoire? Si au moins un seul d'entre vous retrouve ce lien dont je vous ai tant parlé, alors j'aurais fait ma part et j'espère vous avoir donné envie de faire la vôtre parce qu'il n'y a qu'ensemble qu'on peut dépasser nos limites. Nous sommes 7,6 milliards d'habitants sur cette terre. Mais nous représentons que 0,01% du vivant. Il est temps de repenser notre modèle agricole avec plus d'humilité. Vous savez d'où ça vient, d'ailleurs, humilité? De humus, la terre.